Bonjour et bienvenue à une toute nouvelle émission à la télé d'ici sur la place publique. Cette émission remplace la vie municipale et il aura comme contenu, entre autres, des rencontres avec des organismes, des gens qui font partie de la place publique et de la vie publique. Nous parlerons sport, nous parlerons loisirs, culture et politique. C'est une émission qui durera une trentaine de minutes, mais pour cette toute première émission, bien, on débordera un petit peu le cadre du 30 minutes, puisque j'ai eu le plaisir de rencontrer une personne fort importante et fort connue au Québec qui a fait partie du fameux groupe Les Cyniques, soit M. André Dubois, qui partage sa vie entre l'île d'Orléans et Montréal. Nous l'avons justement rencontré sur son île. Bonne émission! Alors, je suis en compagnie de M. André Dubois, acteur, auteur, cinéaste, scénariste, producteur et j'en passe. Un homme vraiment aux multiples talents. Bien content de vous rencontrer. Bien, plaisir partagé. On va commencer peut-être à voir un peu dans les débuts, parce que les débuts, je pense, au niveau de l'humour, ça a commencé à la rencontre que vous avez faite avec M. Saint-Germain, M. Grenier, M. Laurando. C'est un procès qui est arrivé même avant l'université, j'ai bien compris. Bien, c'est-à-dire que les trois d'entre nous, on était issus du même collège. À l'époque, il y avait des collèges classiques. Et le collège Sainte-Marie, un collège de jésuites, qui a produit d'ailleurs plusieurs personnalités qui sont illustrées dans plein de domaines. Et Marc était, mettons, dans l'année 3, Marcel dans l'année 2, moi dans l'année 1. Alors Marc est arrivé en premier d'abord à l'université, ensuite Marcel a suivi, puis moi je suis arrivé l'autre année après. Et quand je suis arrivé, il y avait un buzz à l'université. Il y avait un groupe qui venait d'être créé qui s'appelait Les Cyniques. Et c'était, au fond, une activité parascolaire. C'est-à-dire que Marc et Marcel avaient été requis pour recréer un groupe d'humour. Avant, il y avait la revue Bleu et Or, là, qui datait des années 50, 60 et qui était morte de sa belle mort. Alors, il fallait trouver autre chose. Et donc, Marc et Marcel avaient été nommés pour recruter des gens drôles sur le campus. Et ils ont préparé un spectacle pour la rentrée. Donc, moi, j'arrive à l'université, j'entends parler qu'il va y avoir un spectacle des cyniques, puis que ça a l'air que l'humour, ça va passer par là. Alors, comme tout le monde, je me rends au centre social à l'époque et j'assiste à ce spectacle. Il y avait à peu près 10 personnes. Il y avait notamment Denis Arcand, qui faisait partie du groupe. Paul Beaugrand-Champagne, qui par la suite est devenu président de Télé-Québec. Plusieurs autres personnes. Et eux étaient dans le groupe en tant que tel? Ils avaient été recrutés de différentes facultés et que c'était pratiqué l'été. Puis voilà qu'au mois de septembre-octobre, ils font le spectacle. Et effectivement, c'est là que j'ai entendu pour la première fois la chanson « Frères du Sacré-Cœur » avec Serge Grenier qui était déjà là. Marcel Saint-Germain était déjà là. Et tout le monde qui était là était emballé de voir jusqu'à quel point, un, c'était drôle, puis deux, c'était audacieux. Bon, alors ça finit comme ça. Moi, j'entreprends mes études en droit. Puis plus tard, un mois et demi plus tard, on organise pour la faculté de droit une soirée de danse avec un mini-spectacle. Là, la gang du Collège Sainte-Marie qui m'avait suivi en droit savait que j'étais capable de faire des imitations. Fait qu'ils m'ont dit « Hey, André, prépare un petit numéro puis fais des imitations des profs de la faculté de droit. » Là, à ce moment-là, vous n'étiez pas encore dans les cyniques non, officiellement? Pas du tout. J'avais vu le spectacle. Oui. Alors, je prépare un petit quelque chose. Puis je fais les imitations. Bon, je les connaissais pas trop tôt. Ça faisait à peine 2 mois que je les voyais, mais quand même. J'ai fait, je pense, un bon petit sketch. Et Marc Laurando était dans la salle. Alors après, il est venu me voir. Il a dit « André, bravo, c'était formidable. Il faut que tu te joignes aux cyniques. » Ah ben là, c'était « Wow! » C'était vraiment... parce que, tu sais, tout le monde parlait des cyniques. Puis c'était... Alors j'ai dit « OK. » Alors il dit « Écoute, viens nous voir. Prépare quelque chose un samedi après-midi, puis on va te juger. » Alors, il y avait Denis Arcand qui m'attendait, il y avait Marc, Marcel, Serge, puis d'autres. Alors, je prépare un petit numéro, puis ça, c'était juste entre nous, là. Et ça a marché. Ça a marché. Finalement, ils ont dit OK, c'est bon. Au début, ils me faisaient un peu la vie dure, là, ils faisaient les cyniques avec moi. C'est comme ça que je suis entré dans les cyniques. Et pendant 2-3 ans, on a fait, tout en poursuivant nos études universitaires, on a fait
peut-être 3-4 spectacles par année. Et ça marchait. C'était toujours des gros succès. À un moment donné, l'Université Laval a entendu parler de nous. On est venu donner un spectacle à l'Université Laval. Puis moi, à un moment donné, je suis devenu président de la société artistique qui organisait des spectacles. Puis j'ai décidé de faire une semaine complète d'activités artistiques différentes destinées au public étudiant et au grand public. Et dans cette semaine-là, il y avait le samedi soir, c'était l'humour. Fait qu'on avait loué le Théâtre du Nouveau Monde. À l'époque, ça s'appelait la Comédie canadienne. Et les cyniques faisaient un spectacle. La bande, encore, là, faisait un spectacle, mais ouvert au grand public. Alors, on a eu beaucoup de monde qui sont venus à la Comédie canadienne. Ça a été un gros succès. Et là, il y avait des représentants de ce qui était à ce moment-là les boîtes à chansons. C'est ce que tous les chansonniers se promenaient à travers le Québec, depuis Vigneault, Léveillé, Gauthier, etc., dont un qui était célèbre, c'est la Butte à Mathieu, à Val-David. Et il décide, moi, j'aimerais ça vous engager, les cyniques, mais je ne peux pas prendre toute la bande, là. Moi, j'aimerais Grenier, Saint-Germain, Laurendeau puis Dubois. Ah, parce que là, c'est ça, vous n'étiez pas encore 4, là. Non. Vous étiez plus que 4 à ce On moment-là. était, oui. Et donc, là, ça a été comme une sélection naturelle. Et pour la première fois, quand on est allé à la Butte à Mathieu, là, c'était comme un spectacle professionnel. On était payé pour ça. Et c'est comme ça que les 4, on s'est détaché du groupe et qu'on a continué à faire des spectacles. Et ça s'est allé très rapidement. Ça a été comme un feu de brousse, là, avec la Butte à Mathieu. Les autres boîtes à chansons ont entendu parler de nous. Puis là, il y avait une boîte aussi qui était célèbre dans le Nord qui s'appelait le Totem, à Piémont, où on est allé je ne sais pas combien de fois. Puis là, petit à petit, les engagements devenaient tellement importants qu'au mois d'août 65, on dit, ben là, ça ne peut pas continuer comme ça, parce qu'il y avait un cabaret à Montréal qui s'appelait la Casa Loma, qui présentait des spectacles de variété, tu sais, comme des danseuses, puis mais qui s'était ouvert aux chansonniers. Et ils nous ont appelés en disant, on aimerait ça vous avoir. Mais c'était un mois, un spectacle par jour, puis 3 spectacles le samedi. Alors, tous ces spectacles-là, on s'est dit, ça ne peut pas continuer, là. Marcel était déjà entré dans un bureau d'avocat et Serge travaillait au ministère de l'Éducation à Québec. Grosse réunion au mois d'août 65, qu'est-ce qu'on fait? Pour déterminer si vous vous lanciez exact. ou on arrête tout ça. Finalement, on décide de se lancer. Alors, Marcel quitte son bureau d'avocat, Grenier quitte l'éducation, etc. Moi, je ne rentre pas dans un bureau d'avocat. Marc avait juste quelques petites études à terminer. Et c'est comme ça que la carrière officielle a commencé. Et ça a été une traînée de poudre incroyable. Puis, on n'avait pas d'argent. À cette époque-là, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de... Tu n'allais pas à la télé pour faire de la propagande. C'est le bouche à oreille. Exactement. Qui permettait de faire des... Puis là, au départ, comme vous dites, vous étiez dans le secteur de Montréal. Oui. Mais est-ce que par la suite, ça s'est étendu à travers tout le Québec au niveau de la tournée? Complètement. Là, on a fait des tournées assez tôt, là, dès 66. Des tournées. On adorait venir au Palais Montcalm à Québec. Le public était fantastique parce qu'il y avait quand même de l'humour politique dans nos spectacles. Puis, je ne sais pas, à Québec, les gens côtoyaient un peu plus tout ce qui concernait la politique. Et puis, après, on est allé dans toutes les régions, à Ottawa. On est même allé à la Manic faire des spectacles le matin pour les gens qui travaillaient la nuit. Bref, on est allé partout. Étiez-vous considéré comme étant le premier groupe, là, parce qu'habituellement, on avait des duos, on avait Tigus et Timous, on avait les solistes qui faisaient des spectacles seuls. Étiez-vous un peu considéré comme le premier vrai groupe d'humour au Québec, selon vous? Je pense que oui, surtout si on considère le genre d'humour qu'on faisait. Parce que, d'abord, on n'y allait pas avec le dos de la cuillère. Quand on s'attaquait, par exemple, certaines pratiques religieuses, mettons, qu'on s'amusait à dénoncer. Et ça, personne n'avait jamais osé faire ça. L'humour politique aussi, on y allait beaucoup. Moi, personnellement, j'adorais imiter les politiciens. Et ça aussi, ça s'était... Il y en a eu qui étaient des imitateurs avant que je le fasse, mais pas de façon systématique comme ça. Et ça amenait une touche, sûrement, d'avoir vos talents. Mais est-ce que vous étiez le seul qui faisait de l'imitation ou les autres? Dans le groupe, les autres en ont fait quelques-unes aussi. Je me souviens que Marcel faisait un excellent Jean Drapeau. Ah oui? Marc faisait René Lévesque. Mais moi, j'étais le spécialiste. Puis évidemment, quand je suis tombé sur Réal Cahouette et
Camille Sanson, ça a été la joie. Ah, je sais que M. Sanson, moi, c'est pour l'avoir écouté régulièrement de vous, là, c'était vraiment à point. Avez-vous pratiqué souvent pour pouvoir avoir atteint ce niveau-là? En fait, j'avais commencé par M. Cahouette, que je connaissais, que j'avais même eu l'occasion de lui serrer la main parce qu'il venait, quand on était étudiant, il venait à l'université donner des conférences. Et puis j'avais remarqué son accent un peu, puis je commençais à le pratiquer. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai utilisé le fait que des professeurs m'ont inspiré. Pierre Elliott Trudeau. Pierre Elliott Trudeau m'a enseigné quand j'étais à la faculté de droit, absolument. Okay. Puis quand j'ai voulu me perfectionner pour devenir diplomate, à la fin de droit, j'ai essayé d'entrer à l'École des hautes études internationales à Genève. Et j'avais besoin de lettres de recommandation. Alors je suis allé voir M. Trudeau. Puis j'ai expliqué mon point de vue. Elle dit, oui, c'est une bonne idée d'aller à Genève. C'est pas la ville la plus excitante, mais c'est proche de tout. Puis il m'avait encouragé à y aller. Malheureusement, j'ai complètement fait autre chose. Mais dès le début des cyniques, j'imitais Trudeau. Là, mes collègues disaient, ben, arrête ça, il n'est pas connu. Là. Petit à petit, il est devenu ministre. Puis il est devenu premier ministre. Alors là, ils ont dit, OK, fais-la. Puis au fur et à mesure que sa réputation montait, mon numéro avait un succès faramineux. À la fin, quand, évidemment, la Trudeau-manie, là, vous étiez en plein dedans. J'avais beaucoup... Je l'ai remercié d'être devenu premier ministre. Au total, c'est combien d'albums? On parle de peut-être 8 albums que vous avez fait au total? 5 albums, je crois, puis un dernier qui est en fait un double. Ah. Donc c'est 7, si ma mémoire est bonne, là. Et dans les bye-bye, mais ça aussi, ça a été quelque chose de marquant. Je pense qu'il y a eu le bye-bye il y a 71, entre autres, vous quatre, et il y avait Dominique Michel et Denis Filiatro. Je pense que ça, c'est quelque chose qui a marqué les esprits. C'était un gros bye-bye cette année-là. Absolument, absolument. Il fallait prendre la succession de celui qui avait fait le bye-bye 70, là, Olivier Guimond, qui avait fait un numéro qui était décédé l'année 71. Hein, exactement. Qui avait fait ce numéro fantastique où c'était pendant les troubles d'octobre. Oui, avec Denis Drouin, le gars, je me rappelle, ça avait été marquant. Là. Absolument. Donc, vous aviez, comme vous dites, la marche était haute, mais je pense que vous aviez réussi à faire quelque chose de très bien. Très, très bien. Avec Jean Bissonnette, qui était le réalisateur, qui nous a beaucoup aidés aussi dans notre carrière télévisuelle, Jean. Jean, c'est lui qui est venu nous chercher pour faire les émissions Impossibles l'été. On a fait aussi une émission de télé, tout le groupe qui s'appelait De toutes les couleurs, quand Radio-Canada est passé à la couleur. Ah. Là aussi, on a fait 4-5 numéros et ça a été une belle petite carrière de télé. C'est comme ça que moi aussi, j'ai touché à la télé et qu'après, malgré mes velléités de devenir diplomate. Juste avant d'aller dans la télévision, les cyniques ont aussi fait un film, X13, qui a fait parler beaucoup, qui était en lien, je pense aussi, avec des albums ou des petites nouvelles, des feuillets qui avaient été faits par... Rappelez-moi le nom du monsieur, j'ai comme un blanc, mais qui, à partir de ces feuillets-là, que vous avez lancé un disque, un film avec ça. Oui, c'est Jacques Godbout qui... était fasciné de voir le succès que ces feuillets-là ont obtenu. L'auteur a écrit des milliers de feuillets, Les aventures de l'agent X13. C'était vendu à un nombre incroyable d'exemplaires. Et jusqu'à maintenant, c'est le plus gros succès d'édition au Québec. Et bien sûr, c'était considéré comme de la littérature ordinaire. Ça racontait une histoire, tout simplement. Mais Jacques Godbout a décidé de rendre hommage un peu à ça, mais tout en gardant un côté parodique. Et c'est pour ça qu'il a fait appel à nous pour jouer un nombre incalculable de rôles dans la série, dont moi, pour faire X13. Pourquoi c'est moi qui faisais X13? Parce que j'étais le plus grand. Ah oui? Et ça sonnait, ça allait faire de l'effet davantage. C'est sûr que, tu sais, quand même, un espion, ça doit mesurer au moins 6 pieds. Là, oui, on a vu James Bond et tout ça, là, qui a déjà commencé. Et ils m'ont même teint les cheveux en blond. Ah oui? Pour ça. Aussi, vous étiez... au temps de la Révolution tranquille, donc un terreau fertile, justement, pour tout ce qui s'est passé, les mouvements, tout ça. Donc, vous avez brisé des tabous. Est-ce que les gens, vous avez dû sûrement froisser certaines personnes et même avoir certaines oppositions, parce que dans les années 60, c'était pas encore, on venait de sortir de l'ère de Duplessis, ça devait être un peu plus difficile des fois de pouvoir bousculer ces gens-là? Bien, curieusement, on n'en a pas eu tant que ça. Non? On a su, les principales critiques venaient du clergé.
on a entendu dire que certains membres du clergé faisaient des pressions pour qu'on n'aille pas à tel endroit, mais il n'y a pas eu ouvertement de critiques. OK. Je me souviens, entre autres, à un moment donné, on a été appelés à donner un spectacle au Collège Sainte-Marie, où on avait 3 d'entre nous à faire leurs études. Et le recteur de l'époque s'était opposé à ce qu'on aille. Pourtant, un jésuite, une communauté ouverte d'esprit. Mais lui, il avait refusé, mais on avait fait le spectacle quand même. Mais il n'y a pas eu... Je ne sais pas si le cardinal Léger, il était peut-être... Probablement qu'il ne trouvait pas ça vraiment drôle. Parce que lui aussi était un peu une des têtes de turc que vous avez eu à Marc l'imitait à la perfection avec son numéro sur le chapelet en famille. Mais encore là, il n'y a pas eu de démarche officielle, là, comme quoi aller voir un spectacle dessiné, que c'est commettre un péché mortel. Ils ne sont pas allés jusque-là. Certains politiciens ont même réagi au contraire. À un moment donné, mes beaux-parents étaient amis avec le ministre de l'Éducation, Paul Gérin-Lajoie. Et on est venu donner un spectacle à Québec, à l'époque où il était ministre. Il était dans la salle, puis après, comme je le connaissais, puis qu'il a fait une petite réception chez lui, pour nous. Puis là, il a dit « Comment ça se fait que vous n'êtes pas moqué de moi? » il était pas content. Mais à la blague. On a dit « Écoutez, on attend que vous fassiez une gaffe. » Mais de ce côté-là, est-ce que là, maintenant, on est dans un monde vraiment de censure au niveau, des fois, entre autres, de l'humour. Est-ce que vous vous êtes auto-censuré à quelques reprises, des fois en disant « Je pense qu'on va peut-être un peu trop loin » ou vous y allez et ça a donné les résultats que ça a donné là, par la suite? Bien, il y a la seule censure qui existait vraiment entre nous, c'est est-ce que c'est drôle? Parce que je pense qu'on était réputés pour donner le résultat. C'est-à-dire que quand les gens payaient un billet puis venaient voir les cyniques, ils savaient qu'ils allaient rire du début à la fin. Alors, on savait en même temps que si on allait trop loin, ça pourrait quand même gêner les gens, puis on perdrait le rythme du spectacle. Alors, c'était ça qui était Il y avait notre ami celui qui allait le plus loin, c'est Serge. Serge Grenier. Des fois, quand il nous faisait « Bon, voici ce que j'ai prévu à dire au prochain spectacle », ça, on n'est pas sûr. Alors, c'était peut-être le seul que vous avez modéré un peu. Qu'on a modéré un peu, mais on l'a laissé comme il était parce que, bon, ce qui faisait le charme du groupe, c'est qu'on avait chacun notre sorte d'humour aussi. Tu sais, les gens payaient pour un spectacle où il y avait 4 humoristes, dans le fond. Tu sais. Oui, c'est vrai, parce que j'aviez chacun un peu votre créneau, etc. Marcel chantait. Ah oui, tout à fait. Il avait une voix formidable. Et Marc avait des monologues très solides. Donc... Et c'était drôle parce que quand on fait du spectacle comme ça, puis qu'on entre après qu'un collègue a fait son numéro, on souhaite que les gens rient beaucoup dans le spectacle précédent pour avoir la salle chaude. Je comprends. La crise d'octobre est arrivée en 1970. Oui. Est-ce que vous avez eu crainte à un moment donné, avec la loi des mesures de guerre, de vous faire emprisonner parce que vous alliez peut-être un peu, bien sûr, à contre-courant? Est-ce que ça, c'est venu? Avez-vous des échos de ça? On n'a pas du tout été approchés, même si, effectivement, notre humour allait parfois assez loin. Et on était reconnus comme nationalistes. Mais, tu sais, on était partisans de René Lévesque. Oui. Ça ne nous empêchait pas de se moquer de lui à l'occasion. Mais jamais on a été... Il y a d'autres artistes qui, eux, ont peut-être vécu certains problèmes, mais comme vous, de votre côté, vous dites... On était les premiers à faire des blagues sur les événements d'octobre. Ah oui? Je ne sais pas si je devrais mentionner une des blagues que faisait Marcel. Il disait qu'à la suite du décès de M. Laporte, là, un petit peu plus tard, quand même, on disait que Ford avait inventé un nouveau modèle. La porte était dans le coffre. Oui. C'était quand même rare. Oui. Puis maintenant, ce serait des blagues qui seraient... Je pense pas que ce serait acceptable. Ça serait difficile. Mais à l'époque, comme vous dites, ça avait bien glissé. Les gens... on avait laissé passer quand même un peu de temps là, pour... Mais aujourd'hui, aux États-Unis, il y a des humoristes qui vont loin aussi quand même. Et surtout, les humoristes juifs adorent ça, se moquer eux-mêmes des Juifs. Donc, je pense... Mais mis à part ça, là, non, on n'a pas... je pense pas qu'on est allé jamais trop loin. Vu d'aujourd'hui, peut-être que ça a l'air trop loin.
Au niveau des collaborations, on a parlé tantôt de Dominique Michel, Denise Filiatro, avec qui vous avez eu à jouer. Est-ce que vous avez joué avec les gens qu'on appelait à l'époque de le burlesque, soit comme Jean-M. Guimond, Gilles Latulippe? Est-ce que c'est des gens avec qui vous avez eu à faire des collaborations ou ça n'a pas vraiment... Malheureusement, jamais. OK. Non, Ils font des chants non plus, chez bien compris? Non plus. Ça ne s'est jamais présenté. On était comme un groupe à part dans le milieu artistique. OK. Je me souviens, entre autres, de Clémence Desrochers, avec laquelle on faisait partie du même spectacle. Et on avait dit à Clémence, à ce moment-là, « Écoute, Clémence, on adore ton humour. C'est un humour qui est raffiné, Et là, on fait la première partie, puis toi, tu fais la deuxième partie. On pense que l'inverse serait mieux, parce que nous, quand on arrive, c'est le gros bulldozer, puis ça l'avait un peu fâché. Puis elle avait dit, il n'y en est pas question. Et effectivement, nous, on fait la première partie. Ça marche du tonnerre de Dieu. Elle a eu un peu de misère, mettons. Avec... Puis finalement, est-ce que ça s'est fait, ça s'est fait. Ça s'est fait. Elle est revenue en première partie et vous avez tombé en deuxième partie. Non, elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu. OK, je pense que par la suite, ça s'était fait. Donc, on a fait la première partie qui a eu un succès extraordinaire. Mais les gens ont tellement ri que quand Clémence est arrivée, comme elle était plus en douceur, je pense qu'elle a dit à la fin, je pense que vous aviez raison. Les gars. Puis en 72, qu'est-ce qui vous a amené à dire, bon ben, ça suffit, on a fait le tour du jardin, c'est un peu ça qui vous a amené à arrêter carrément oui. les ciné? L'élan de départ, c'était cette espèce de dénonciation. Là. Il était temps qu'on dise tout haut ce que tout le monde pensait tout bas, notamment, surtout au niveau de la religion. Et ça nous propulsait beaucoup. Après ça, les sketchs qu'on faisait étaient des sketchs d'humour en général. Et on sentait moins la raison politico-sociale de faire de l'humour. Et on gardait toujours d'ailleurs la tête l'idée que quand on a décidé de partir, on laissait de côté des carrières, mais pas définitivement. Qu'éventuellement, ce serait peut-être intéressant de retourner à nos carrières. Puis on s'en est parlé peut-être à partir des années 70, 71. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le moment? On se donnait un an. Puis finalement, en 72, on s'est dit... Puis vous êtes sorti en pleine gloire aussi. Ah oui. Ce qu'on disait souvent des fois d'un joueur de hockey qui étire sa carrière et qui éventuellement finit avec un peu beaucoup moins de gloire qu'il aurait pu faire. Vous êtes vraiment... Ou même des politiciens. Il y a ça aussi. Vous avez raison. Tout à fait. Pas seulement qu'au hockey. Mais non, là, on s'est dit, ça suffit. On a fait une dernière tournée qui a été un succès. Vraiment. Quand on a annoncé qu'on quittait, les gens ont dit, quoi? Pourquoi? Ça marche bien. Tu sais, à cette époque-là, en moyenne, on arrivait à 30 ans, 29, 30, 31, 32. Donc, c'était le moment là, de dire... Est-ce qu'on continue dans l'humour? Oui, exactement. Puis si on ne veut pas continuer dans l'humour, c'est le moment d'aller dans l'autre carrière. Mais vous avez continué dans l'humour après ça, parce que vous avez, à partir de 72, donc ça a été à mon corps défendant. Séries, À mon corps défendant. Parce que moi, j'avais, pendant la carrière des cyniques, j'avais entrepris des études en sciences politiques. Et je finissais ma thèse en sciences politiques avec l'idée d'aller en diplomatie. Et j'ai fait toutes les démarches pour être accepté au ministère des Affaires étrangères. Et pendant ce temps-là, j'avais connu des réalisateurs de Radio-Canada. À partir du mois de 12-72, un réalisateur de Radio-Canada qui s'appelle Richard Martin me téléphone. On avait fait le Bye-Bye 71. André, ça va pas bien pour notre Bye-Bye 72, là. Faut que tu viennes nous aider. Et là, non, Richard, c'est fini, là. Je fais plus ça, là. Moi, je m'en vais. Et là, sans arrêt, il a appelé, je ne sais pas combien de fois. Et j'ai fini par céder. Donc, j'ai dit, je vais vous donner un coup de main pour les textes. Fait que là, j'ai écrit une couple de textes. Il y avait, je me souviens, des personnes, il y avait 2-3 auteurs. Je me suis joint à eux en me disant, je vais leur donner un coup de main, puis ça va finir. Mais là, en embarquant dans cette gang-là, je me suis laissé convaincre d'en écrire encore plus. Et surtout, ils m'ont dit, « Hey, tu vas nous faire une couple d'affaires à la télé aussi. » Là, j'hésitais parce que j'avais dit à mes collègues, « Moi, c'est fini. » Encore là, Richard Martin étant Richard Martin, puis toute la gang de comédiens. Ils vous ont contaminé, on pourrait dire. C'était la première fois. On était toujours tous les 4 ensemble. On n'avait pas eu de contact avec le milieu artistique. Puis là, le mois d'octobre, le mois de novembre, les répétitions commencent. Puis là, c'est les artistes qui m'entourent. Puis j'ai été comme contaminé, effectivement. Donc, ça a été le point de départ. Un premier bye-bye, mais je me disais, c'est fini après.
Ah, vous avez fait un peu Dominique Michel, j'ai bien compris. Non, il y a Dans le sens que vous disiez, Ah ouais. c'est mon dernier bye-bye, là. Je voulais Vous avez toujours... fait un petit peu quand même. Vous avez fait combien à ce moment-là? J'ai été rappelé pour 114. Ensuite, 77, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 89. Mon J'en Dieu. ai fait une dizaine. D'accord. Mais c'était pas, disons, c'était pas prématuré. Ça a été complètement improvisé, l'idée de travailler sur le Bye-Bye du 72. J'aurais jamais dû, j'aurais dû devenir un diplomate. Pour nous, ça a été un plaisir que vous ayez continué dans cette ligne-là, parce que par la suite, vous avez écrit du tac au tac. Il y a eu par la suite une collaboration dans les grosses séries. Il y a eu, je pense, L'Agent fait le bonheur qui Oui, est venu exactement. par la suite. Exactement. Un peu plus près, on se rappelle de Kilomètre-Heure, où vous avez été, je pense, producteur à ce moment-là. Producteur, j'ai participé à l'écriture, mais c'est pas moi qui écrivais les textes, là. C'était Martin Forgette D'accord. et Jean-François Pedneau qui faisaient un travail extraordinaire et à qui, je pense, on doit beaucoup le succès de Kilomètre-Heure, en plus de Michel Barrette puis Guy Daron. Ben oui, effectivement, ben oui. effectivement. Ah, vous avez 450 Chemins du Golfe, Oui. c'est de vous, ça. Ben, Oui. à la production ou c'est à l'écriture? Non ça? seulement à la À production. la production de ce côté-là. Donc, on peut dire que jusque dans les années, fin des années 80, vous étiez auteur, scénariste, et la production est venue un peu plus tard dans ces années-là, fin 80? Oui, je dirais, oui. À partir de Kilomètre-Heure, j'ai comme travaillé beaucoup moins au texte. Je me suis plus intéressé à la production comme telle. Et en même temps, j'ai développé aussi des documentaires. OK. Un premier documentaire qui s'appelait Destin. C'est quelqu'un m'avait approché pour me dire, écoute, on a le goût de faire une série sur quelque chose d'extraordinaire. Il y a eu un nazi qui était un partisan d'Hitler, qui a construit une maison sur le lac Saint-François. C'est fantastique, la maison est encore là, il faut faire quelque chose. Puis moi, je leur ai dit, je pense pas qu'il y a du stock pour une série, mais peut-être un documentaire. Puis j'ai approché l'Historia, puis ils ont trouvé l'idée très bonne. Ah oui? Mais ils ont dit, nous, c'est des séries qu'on veut. Alors, trouve-nous 12 autres sujets de gens qui ont été importants dans l'histoire du Québec, mais qu'on ne connaît pas. Alors, c'est comme ça que j'ai produit cette série qui s'appelait Maudit Fou. Pardon, Maudit Fou, c'est une autre série que j'ai faite sur l'histoire de la folie au Québec. Comment on a traité la question des problèmes mentaux. D'abord, les grands centres comme Saint-Jean-de-Dieu, etc. Oui, oui, oui. Ensuite, l'ouverture des portes, puis finalement aujourd'hui. Donc, c'est des séries aussi dans lesquelles je m'impliquais beaucoup, les documentaires. J'adorais les documentaires. Et votre boîte de production s'appelle comment déjà? Vendôme Télévision. Qu'on connaît bien, là. C'est ça qui est... depuis maintenant, 88, vous avez lancé le... Oui, exactement. Exactement. La première production s'appelait, j'étais avec un collègue à ce moment-là, qui était coproducteur avec moi, s'appelait Un homme au foyer. C'était diffusé sur TVA. À cette époque-là, Radio-Canada commençait à travailler avec des producteurs étrangers, extérieurs à Radio-Canada, mais TVA voulait tout faire in-house, à l'intérieur. Ah, parce qu'avant, comme vous dites, c'était vraiment... Tout était à l'intérieur. Radio-Canada et TVA. Tout se faisait, les décors et tout. C'est eux qui s'occupaient de tout. Ils étaient ensemble les producteurs de leur propre série. Donc, un producteur privé, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Mais là, Téléfilm Canada offrait des sommes à des producteurs et à des réseaux pour dire, si vous travaillez avec des producteurs, ça va vous coûter moins cher. Alors, c'est comme ça que TVA a dit, OK, on accepterait peut-être. Puis j'ai présenté un projet de comédie qui s'appelait Un homme au foyer. Et c'est comme ça que ça a duré 2-3 ans. Puis, d'ailleurs, à cette époque-là, petite anecdote, ma fille était au cégep, puis elle nous voyait répéter. Puis c'était une histoire d'une famille où il y avait 4 enfants ou 5 enfants, dont 2 filles. Puis ma fille avait dit, j'aimerais ça jouer dans cette série-là. Puis je disais, Emmanuel, t'es pas pour jouer dans ma série, c'est moi qui est producteur. Là. Ça va avoir l'air fou. Puis mon collègue a dit, non. Alors on avait fait passer des tests, une audition, puis moi, je me tenais à l'écart. Puis les comédiens avaient dit, hey, c'est elle la meilleure. C'est comme ça que ma fille s'est retrouvée. Ah oui? Puis est-ce qu'elle a continué dans le métier? Non. C'est-à-dire qu'on a fait 2 saisons avec Un homme au foyer. Et malheureusement, après, on a été flushés. Et là, ma fille a dit, c'est ça votre entreprise? C'est ça le milieu de la télé? Moi, j'en marque pas là-dedans. Elle a fait son cours de droit. Elle a continué, elle a fait le cours de droit. On vous a connu davantage justement avec l'humour. Vous avez dit, comme tout à l'heure, vous avez touché l'histoire. Est-ce qu'il y a une raison qui a amené davantage à vous faire plus d'humour que d'histoire, ou c'est parce qu'on vous a connu davantage comme ça, qu'on connaît moins peut-être le côté plus dramatique ou historique que vous avez exploité par la suite? C'est sûr que ma notoriété datait de l'époque des cyniques.
Donc, ce qu'on souhaitait de moi, c'est des projets de comédie, essentiellement. Bon, j'ai mentionné les documentaires. J'ai aussi écrit une série pour Radio-Canada sur Sir Wilfrid Laurier dans les années 85, oui, 86, avec une belle brochette. Albert Miller jouait le rôle de Laurier. Donc, j'ai jamais complètement laissé tomber ce côté sérieux, disons, même dans mon travail d'auteur et de producteur. Et là, en ce moment, je ne sais pas si on peut parler de projet. Est-ce que c'est Ben oui, c'est le bon moment. Allez-y, allez-y. Après avoir cessé mon travail de producteur, ça fait une dizaine d'années, je pense. Ma dernière production, c'était Bienvenue aux Dames, avec Peter MacLeod, qui a été diffusé sur V à l'époque. Là. Oui. J'avais à cette époque-là, puis même un peu avant, je m'étais intéressé à un roman de Christine Brouillet qui s'appelle Marie Laflamme, une fresque historique absolument grandiose qui se passe dans les années 1660, qui commence en France. Et c'est toute une jeune femme qui doit fuir parce qu'on la menace de la brûler comme sorcière. Et elle s'installe en Nouvelle-France. Et là, il lui arrive plein de... Elle doit s'imposer comme médecin, comme guérisseuse contre tous les préjugés de l'époque. C'est un roman vraiment très intéressant qui contient de tout. Des histoires d'amour. Déjà, Christine Brouillet qui est devenue un auteur de polar. Il y a plein d'intrigues policières, des serial killers. Et il y a tout le côté historique, des personnages historiques vrais aussi. Alors, j'ai dû abandonner ce projet-là à un moment donné parce que c'était pas faisable, mais j'avais moi-même écrit déjà des textes. Et quand j'ai relu ça il y a à peu près 2 ans, j'ai dit hey, pourquoi on ne fait pas ça? J'ai essayé de faire renaître le projet et ça marche un peu. On travaille maintenant. Puis j'ai comme collaborateur un grand réalisateur qui s'appelle Jean-François Pouliot, qui a réalisé La Grande Séduction. Et lui s'est emballé sur le projet. Fait que là, on a obtenu de la SODEC de l'aide pour développer un premier pré-développement pour la scénarisation, etc. Puis aussi avec Jean-François, comme c'est une série historique, ça coûte énormément cher, on en est conscient. Puis en ce moment, la production télévisuelle passe des moments difficiles. Oui. Alors avec Jean-François, on regarde ce qu'on pourrait faire du côté de la production virtuelle puis de l'intelligence artificielle. Alors, on s'associe avec plein d'intervenants dans ce domaine-là, des studios à Montréal qui sont là-dedans, des gens, le NAD, là, qui est un institut qui est relié à l'Université du Québec, au Saguenay, qui fait du dessin animé puis des jeux vidéo. Voir comment on pourrait utiliser toutes ces techniques-là pour faciliter le tournage de séries ordinaires, c'est normal. Fait que c'est un beau projet. Ben oui. Qui va demander beaucoup de patience et beaucoup de travail, mais je suis là-dedans. J'ai remis mon chapeau de producteur. Oui, et là, c'est ça. Vous avez bon espoir que ça avance et que ça se présente parce que, ici. malgré les difficultés d'ordre financier, il y a des bonnes raisons pour... Ça arrive à temps. On est au Québec en ce moment, je pense qu'avec tout ce qui arrive autour de nous, la recherche de notre identité. Et on ne veut pas perdre notre identité. Et Marie Laflamme, c'est justement les débuts de ce qui est devenu le Québec dans les années 1660, 1670. Et, tu sais, M. Legault parle, entre autres, d'ouvrir des musées de l'histoire. Oui. C'est quelque chose, je pense, qui passerait bien. Puis il n'y en a pas beaucoup de séries comme celle-là qui, tout en étant des séries intéressantes, qui vont nous tenir en haleine à cause de l'histoire comme telle et qui, en même temps, nous donne un aspect de ce qu'a été les débuts très difficiles de ce qui est devenu le Québec. Et les romans historiques sont très appréciés aussi là, des différents lecteurs. Donc, vous êtes dans un bon Puis même sur des réseaux comme Netflix ou Prime, il y a beaucoup de séries historiques qui marchent très, très, très bien. Donc, un bon filon encore. Vous avez encore le pif, comme on dit, de ce côté-là. J'irai rapidement du côté un peu des hommages qui ont été faits. Il y avait en 90 l'Université de l'humour, le prix Victor avec Juste pour rire. Ça va être quelque chose d'intéressant de voir qu'après 20 ans, les gens ne vous ont pas oublié, les gens apprécient encore ce qu'étaient les cyniques et ce que les cyniques ont apporté. On vous a approché comment, le groupe en tant que tel? Est-ce que de façon individuelle, on a commencé par vous, on a commencé... Bien, à cette époque-là, Marcel travaillait pour Juste pour rire, avec M. Roson à l'époque. D'accord. Et Marc aussi, puis Serge aussi a fait partie de certains spectacles produits par Juste pour rire. Donc déjà, il y avait un noyau qui était très proche. Puis moi, on m'a approché. Bien sûr que, comme mes collègues, j'étais très, très content d'avoir cet honneur-là.
Et non, ça a été... Parce que moi, quand on a terminé en 72, je me suis dit, bon, ben, c'était le fun, là, on a fait rire le monde. Mais dans 3-4 ans, d'autres vont prendre la place, puis on va être oubliés. C'est pas tout à fait ça. Non, c'est pas ça qui est arrivé. Et on en parle encore aujourd'hui, de toute façon. Aussi, 2010, il y a eu Radio-Canada qui a fait Les cyniques méchantes révolutions. Donc, on fait un parcours, justement. On présentait des extraits de numéros, on vous rencontrait personnellement, il y a eu différents acteurs. Donc, c'est quelque chose qui a été un peu dans la même lignée parce que vous aviez déjà des contacts avec Radio-Canada, que c'était plus facile. Méchante révolution, ça, c'était à la télé ou à la radio? À la télé ou peut-être que... à la radio, peut-être aussi, parce que j'ai vu un balado dernièrement par rapport à ça. Oui, donc, oui, il y a eu une série radiophonique, effectivement, où on était chacun de nous, on passait. Ça a été une très belle expérience radiophonique. Plein de gens. Denis Arcand a participé. L'ancien premier ministre qui malheureusement était décédé, là, qui était premier ministre pour le PQ. Bernard Landry. Bernard Landry, oui. Qui était à l'université à notre époque. Ah oui? Il a toujours été un fan des cinémas, ah oui? Bernard. Oui, absolument. Ça a été très beau. Et vous avez eu ensuite une bio, je pense, qui a été lancée en 2013, oui. du temps, qui s'appelle Le rire de la Révolution tranquille. Exactement. Est-ce que c'est la seule bio qui a été faite par rapport au cynique? Oui. Oui, c'est la seule. C'est la seule. Et elle est intéressante parce qu'il y a plein d'extraits. À peu près tout notre matériel, qui est essentiellement du matériel verbal, tu sais, est écrit. Alors, Marc et moi, on a revisé si c'était vraiment ça là, qui était... Oui. Et ça faisait drôle de voir nos textes écrits. Et vous-même, est-ce qu'une bio, c'est dans les projets ou est-ce que quelqu'un vous a approché pour écrire la vôtre? Parce que je sais que M. Laurando, ça a été fait. Quand je suis allé au lancement du livre de Marc, on m'a dit « Gêne-toi pas, appelle-nous. » là. Ah oui? On l'apprendrait n'importe quand. Pour le moment, j'y pense pas parce que, tu sais, j'ai là, vous avez vos projets. J'ai trop de projets. Mais peut-être éventuellement, oui, c'est intéressant de voir ce que l'humour m'a apporté. Ça a été... J'étais surtout un garçon plutôt timide, très studieux au collège. Ah oui? Les meilleures notes possibles, en droit aussi. Quand je suis embarqué dans les cyniques, une autre partie de moi est sortie du garde-robe, en quelque sorte. Oui. Et ça m'a aidé beaucoup là, pour devenir celui que je suis devenu. Et en 2015, au niveau des honneurs, l'Ordre national du Québec, chevalier, c'est sûrement quelque chose qui est vraiment... ça fait plaisir. Ça doit faire ça fait plaisir. Ça englobait toute votre carrière à ce moment-là, j'ai bien compris. Exactement. Oui. Et le premier ministre de l'époque était le premier ministre libéral, qui était notre dernier premier ministre libéral. M. Charest? Non. M. Couillard. M. Couillard. C'est drôle parce qu'après ça, j'ai jasé avec lui, puis je lui disais que j'avais une maison à l'île d'Orléans. Puis là, il dit, mais vous avez de la suite dans les idées. Vous avez fait la publicité du Grand Sac d'Orléans à l'époque, dans les années 64. Et vous voilà propriétaire à l'île d'Orléans. J'ai dit, bien, vous avez toute une mémoire, M. Couillard. Effectivement, après les cyniques, en 74, on m'avait approché pour faire de la pub pour une marque de cidre. Parce qu'à cette époque-là, le cidre venait d'être légalisé. Et devenu de plus en plus populaire aussi, là, je me rappelle. Là, Alors, on m'avait déguisé en Al Capone québécois, parce que les gens disaient, maintenant que le cidre est légalisé, il est plus bon comme avant. Tu sais. Oui. Alors là, c'était comme un Al Capone qui disait, notre cidre égoutte le cidre pas permis. Ça a été une pub qui m'a marqué, ça aussi. Plein de gens ont acheté du cidre, puis ils m'ont dit, il n'est pas buvable, ton cidre. Monsieur Laurando, est-ce que c'est quelqu'un que vous rencontrez encore régulièrement, qui est le seul survivant avec vous là, de cette époque? On garde d'excellents contacts. On a des lunchs interminables. Et souvent, on doit répondre à des demandes d'entrevue, des trucs comme ça, fait qu'on se consulte. Et, non, j'aime bien mes rencontres avec Marc. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on ne passe pas notre temps à parler du passé, là. Lui, comme moi, on a toujours des projets. Oui. On parle non seulement du présent, mais même de l'avenir. Ça, je trouve ça stimulant. Puis lui-même étant longtemps dans l'actualité, c'est une encyclopédie aussi lui-même au niveau de tout ce qui touche les nouvelles à travers le monde. La politique a toujours été un sujet de conversation à l'époque des cyniques. Les quatre entre nous, on n'arrêtait pas de parler de politique. Ah oui? Après les spectacles, on allait manger, on parlait de politique. C'était inévitable. Oui, absolument. Au niveau des passe-temps, je sais qu'entre autres, au départ, on disait que vous étiez le musicien des cyniques. Est-ce que ce goût de la musique a continué toute votre vie? Oui, toujours.
En fait, quand j'étais vraiment petit, moi, on était 5 dans la famille. Mon père était maître de chapelle. Donc, on était proche de la musique. On lui a fait apprendre des études à mes frères et sœurs, moi, j'étais le dernier. Puis, à un moment donné, il n'y avait pas trop de résultats. Fait que moi, j'allais quand même sur le piano rejouer par oreille les mélodies, mais il m'a envoyé au collège classique très jeune. Fait qu'il a décidé que j'en avais assez. Donc, il ne m'a pas fait prendre des leçons de piano. Oui. Mais tout seul, j'ai toujours continué à jouer du piano. Et c'est seulement il y a une quinzaine d'années que j'ai décidé de prendre des cours de théorie musicale, puis de me prendre un prof à l'Université de Montréal, un gars qui a diplômé une maîtrise, un doctorat en piano. Alors, depuis ce temps-là, je prends des cours de piano. Là, c'est du sérieux. C'est surtout le classique, parce que j'aime beaucoup la musique classique, mais je suis capable d'improviser. Un peu de jazz, un peu de... Pour moi, c'est un passe-temps fantastique. Fantastique. Puis un autre coup de cœur que vous avez eu, je pense que c'est l'île d'Orléans. Ah, oui. Comment est venu ce coup de cœur? Bien, c'est que dans les années 2000, j'avais le goût qu'on ait une maison de campagne avec Mimi, ma conjointe. Et je rêvais de trouver quelque chose, parce qu'on est de Montréal, soit dans les Laurentides ou dans les Cantons de l'Est. On avait déjà eu une maison à Sutton. Et j'ai fait je ne sais pas combien de visites. Et à un moment donné, on avait de la parenté ici, puis on entendait parler de l'île d'Orléans. Puis moi, je disais, bien, l'île d'Orléans, c'est bien beau, mais on est à Montréal, là, c'est loin. Finalement, on est venu rendre visite à quelqu'un de la famille. Puis là, Mimi disait, c'est vraiment un endroit... Parce qu'elle hésitait pour la maison de campagne. Mais elle me disait, l'île d'Orléans, ça, je dirais oui. Ah! Fait que j'étais allé chercher des maisons à vente, là, des différentes photos, puis tout ça, informations sur des maisons à vente. Et à ce moment-là, on a visité quelques maisons, dont celle-ci. Et quand on est arrivé ici, Mimi a dit, oui, c'est vraiment ça, là, c'est ma maison, à tel point qu'elle s'est mise à pleurer. Ah oui! Alors là, moi, je disais, écoute, faut qu'on négocie, là, attention quand même, là, tu sais. Et moi aussi, je me suis mis à pleurer quand j'ai vu le prix. Mais finalement, après une négociation, on a acheté la maison ici, puis c'est formidable. Ah oui, vous avez une vue imprenable sur le fleuve, sur la rive sud, c'est vraiment incroyable, c'est un lieu. Oui, absolument. Puis pour Mimi, c'est formidable parce qu'elle est peintre. Alors, elle s'est installée un atelier en bas et elle a fait plusieurs expositions ici dans la région. Elle fait partie d'un groupe d'artistes ici à l'île d'Orléans et pour elle, c'est très, très important. Et vous venez décrocher ici après avoir passé... Très régulièrement. Ben oui, parce que, bon, moi, Montréalais un jour, Montréalais toujours. Au bout d'un certain moment, j'ai le goût de retourner en ville, toute l'activité urbaine, puis des lunchs avec des collègues, puis là, surtout avec le projet, des rencontres de tous ordres. Puis ça me motive, ça me garde vivant. Puis, j'ai encore la santé pour faire le voyage, là. La 40 entre Québec et Montréal, je la connais par cœur. Par cœur. Puis j'aimerais vous parler aussi, en terminant, de Mimi, parce que vous êtes avec Mme Lépine depuis maintenant 60 ans, vous me disiez. Oui, exactement. Mariage de 60 ans cette année. En 65. En 2025, oui, 60 ans. Oui. Donc, c'est vraiment une collègue, une amie fantastique. Depuis toujours, artiste, comme vous disiez. Oui, elle est artiste. Elle a eu une grande carrière aussi dans le domaine de l'éducation. Au Collège Marie-Victorin, elle était prof, ensuite elle était cadre. Elle a aussi présidé, il y a une école de mode au Collège Marie-Victorin, elle a présidé ça, elle a apporté plein de changements, elle a fait sa marque là aussi. Puis finalement, au bout d'un moment, elle s'est dit, moi, j'aimerais ça peindre, que ce soit mon activité principale. Je l'ai encouragée. Et elle a commencé d'abord à Montréal, puis ici, là, ça a été pour elle là, vraiment fantastique là, comme occasion. Donc, le côté culturel, écouter les arts que vous avez tous les deux, vous vous motivez un et l'autre tout le temps? Elle a tout connu. C'est elle qui me donnait mes chapeaux en coulisses dans le temps des cinémas. Oui? Elle faisait partie de la gang. Comme disent les Américains, « she was one of the boys ». Elle était là tout le temps. Puis après aussi, quand j'ai dû décider si je vais dans la carrière de diplomate ou rester plongé dans l'incertitude en devenant auteur de télé, elle m'a encouragé tout le temps. Et non, vraiment, moi, la même chose aussi. Et le fait de mener des carrières complètement différentes aussi, je trouve que c'est bon pour un couple.
Parce que quand on se retrouve, on a plein de choses à se raconter. Tout à fait. On se motive mutuellement, on s'encourage quand il y a des échecs, quand il y a des défaites, quand les codes d'écoute sont mauvaises, quand les critiques du bye-bye sont pas bonnes. C'est comme ça que, de fil en aiguille, on aime beaucoup les voyages aussi. On a beaucoup voyagé, Dieu merci. On a eu cette chance entre les spectacles. Tu sais, j'ai jamais eu de patron, sauf moi. Ça, c'est quelque chose de très formidable. Et j'ai compris, comme vous dites, pas vraiment d'agent, c'était vous-même qui étiez... Dans le temps défini qu'on était nous-mêmes, puis après, comme auteur, ben c'était contrat par contrat, tu sais, Radio-Can, TVA ou Télé-Québec. Puis après, comme avec ma propre boîte, ben je fais ce que je veux. Et ça, c'est bon pour la santé de ne pas avoir de patron. Bien, Monsieur Dubois, ça a été vraiment agréable. Un grand merci d'avoir consacré du temps pour nous. Un plaisir. Une carrière vraiment incroyable, puis qui est encore en train de se poursuivre avec les idées que vous avez. J'espère. On voit toujours que ça fonctionne. On voit les yeux encore tout pétillants. C'est un domaine où, effectivement, il n'y a pas d'âge pour la retraite, là. Alors, on peut regarder loin en avant. Un grand merci à vous. Merci.